Merci à tous d'être venus. Aujourd'hui, on va parler de voyager léger pour mieux créer. Et donc, le but de cette conférence, c'est vous faire comprendre qu'avec peu, en fait, on peut faire beaucoup. Je me fais une petite présentation avant de commencer. Je m'appelle Guillaume Lemaire, je suis photographe de portraits, portraits ambiancés, portraits en voyage, portraits, on va dire, principalement. Et je fais de la photo depuis maintenant 7 ans. Ça fait 5 ans que je suis en professionnel et à côté, en fait, la photographie, moi, c'est plus une passion qu'un travail. Je travaille avec, je fais de la formation, j'enseigne beaucoup de choses, mais mon kiff, c'est voyager, faire des portraits en voyage. C'est vraiment mon kiff et au fur et à mesure des années, j'ai appris à voyager léger et j'ai appris à partager mes aventures, à partager mes voyages avec moi. Et du coup, dans cette conférence, j'ai envie de vous apprendre avec quel outil je pars pour être polyvalent en voyage, comment utiliser pour varier aussi le type de contenu qu'on va faire. Parce que quand vous partagez un voyage, c'est pas que des photos, c'est des vidéos, c'est de la transmission, c'est de montrer comment on a réalisé cette image à tel lieu, à telle heure, avec telle lumière et telle couleur. Il y a beaucoup de choses à savoir et pour ça, on a besoin de partir avec certains objets, avec certains outils qui vont vous aider à répondre à plein de situations différentes en voyage. Et le but aussi, c'est d'être le plus léger possible sans se trimballer 3 sacs de 30 kilos. Ça pourrait être le but. Et donc, on va faire par étapes parce qu'un voyage photo, avant de choisir son matériel, on doit choisir avant tout de réfléchir sur quelle destination je vais faire avant tout. Donc, et le matériel qui va être adapté à cette destination. Et ensuite, vous avez ce que j'appelle les outils ou les choses qui sont indispensables, les accessoires indispensables lors d'un voyage, qui vont vraiment, c'est les petits gadgets peuvent vous sauver dans des situations qui se retrouvent rares, mais qui peuvent vraiment être utilisées dans ce genre de contexte. Et ça prend très peu de place et ça peut vraiment vous sauver un voyage. Donc, je vous disais que la première étape d'avant le voyage, c'est de réfléchir au type de lieu que je vais rencontrer. Donc, forcément, si je vais dans une destination urbaine, par exemple, je sais pas, j'ai envie de partir à Berlin, ça va être mon cas, par exemple, en janvier, je vais pas choisir certaines choses. Par contre, je vais choisir d'autres outils qui vont être utiles pour ce voyage à Berlin parce que je vais faire de l'urbain. Et ensuite, en nature, même chose. Je vais pas choisir le même type de matériel qu'en urbain parce que il y a d'autres nécessités, il y a d'autres lumières que je vais rencontrer, il y a d'autres situations météorologiques ou juste de température que je vais rencontrer. Donc, ça va me faire choisir autrement. Et aussi, je vais pas choisir de la même manière mon matériel si je fais de la culture locale. Peu importe si c'est de la nature ou de l'urbain, mais je vais me concentrer plus sur un reportage pur et dur d'une culture locale, par exemple. Mes choix d'accessoires et mes choix d'outils pour faire mes images ne sont pas du tout les mêmes. Maintenant, une fois que vous avez décidé un peu votre destination, dans quelles conditions climatiques je vais avoir? Parce que si vous partez en Italie en plein été, c'est pas la même chose de partir en Finlande en plein janvier, hein. Les choix de matériel et les choix d'objets ne sont pas du tout les mêmes. Par exemple, si je vais dans une destination comme par exemple l'Écosse, où je vais rencontrer très facilement beaucoup de pluie et beaucoup de vent, n'est pas du tout la même que si je vais aller en fin fond de la Finlande en janvier à -20, -15. Et c'est pas du tout la même chose si je vais au fin fond du Maroc, en plein soleil, en chaleur, à 40 degrés en plein été. Donc les choix de matériel sont pas du tout les mêmes. Par exemple, je sais que quand je voyage, quand il y a du vent et de la pluie, par exemple, je suis parti en Écosse en juin en espérant qu'il y avait un petit peu plus de meilleur temps. Ça a pas du tout été le cas. Je me suis tapé de la pluie dans un van pendant 7 jours, c'était très drôle. Hem, Mes choix de matériel n'ont pas été les mêmes parce que, déjà avant tout au niveau des objets, pas forcément pour la prise de photos, mais mes objets que j'ai ramenés avec moi, ils sont un petit peu plus lourds parce que je dois avoir une veste coupe-vent, parce que je dois avoir peut-être un parapluie, ça peut servir dans certaines conditions parce que la veste coupe-vent, peut-être qu'elle est imperméable, mais jusqu'à un certain point. Je dois prendre du matériel plus costaud parce que il me faut des boîtiers tropicalisés, parce qu'ils doivent supporter le vent, la pluie et l'humidité de l'Écosse. Par exemple aussi, mes choix d'objectifs vont pas être les mêmes, mais ça, c'est par rapport à la destination. En Écosse,
je savais que j'allais avoir, par exemple, beaucoup de nature, beaucoup de grands paysages très vastes. Alors du coup, mes choix d'optique n'ont pas été les mêmes, mais ça, on va aborder plus ça en détail après. Par exemple, pour la neige aussi, même chose, mes choix matériels n'ont pas été la même. J'ai dû ramener des boots contre la neige parce qu'il y avait de la neige haute comme ça, des fois, souvent, voire même plus. J'ai dû ramener une veste polaire assez très, très, très costaud. J'ai dû ramener aussi, beaucoup de matériel annexe pour les appareils photo, encore une fois tropicalisé. Mais j'ai dû ramener, par exemple, des outils pour nettoyer, parce que des fois, avec la condensation de la neige, enfin, vu qu'il fait froid et du brouillard et de l'humidité, on a besoin de matériel pour nettoyer l'appareil photo, le sécher vite aussi des fois, parce que quand vous faites plus qu'une heure de séance, ça devient vite compliqué, ça devient vite galère. Moi, par exemple, pour vous raconter une anecdote en Finlande, un soir, on est allé dans un col, parce que là-bas, il y a pas beaucoup de montagnes en Finlande, en Laponie, et par exemple, on s'est retrouvé sur un col, juste après un peu la fin de journée, et j'ai fait un shoot d'une heure de portrait. Et en fait, au bout de 30 minutes, j'avais une couche de glace sur le boîtier. Le seul zone où il n'y avait pas la couche de glace, c'est où il y avait mon bouton pour cliquer pour faire la photo. Et c'était assez drôle parce que, du coup, je me retrouvais dans une situation où en fait, j'étais content que je pouvais me poser quelque part et faire des pauses pour nettoyer, pour sécher le boîtier, pour l'enlever la glace. C'est toutes des choses qui sont très utiles. La tropicalisation est utile, mais elle a des limites aussi, hein, calculez ça. Même chose pour le soleil et la chaleur. Par exemple, quand je vais voyager en destination, il fait très, 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 très chaud. En dehors du matériel photo, je parle de matériel juste pour survie, entre guillemets. Si je fais un shoot d'une heure en plein cagnard, hein, en pleine journée à 40 degrés, eh ben moi j'ai un tote bag avec de l'eau. Mais parce que 1 litre d'eau, ça suffira largement pas pour une après-midi de shooting. Il me faut un tote bag bien costaud. Hein. Il faut un camel bag, pardon. Un camel bag bien costaud. Et je dois penser pas qu'à moi, mais je dois penser aussi à la modèle ou le modèle que je vais photographier parce que du coup je suis portraitiste. Moi c'est mon but. Donc je dois penser à ramener beaucoup d'eau. Donc ça, faut la stocker, c'est du poids. Du coup, est-ce que le spot que je vais faire les photos, il faut marcher plus qu'une heure? Enfin bref, il y a toutes ces choses qui rentrent en compte. Et donc la température et les conditions climatiques sont à prendre en compte avant de faire un voyage. Ensuite, une fois que vous avez compris un peu la destination, les températures que vous allez rencontrer, les conditions climatiques que vous allez avoir, vous allez voir aussi que du coup maintenant, là, ce qui se pose, c'est quelle image je vais faire pendant mon voyage? Est-ce que je vais faire des images? Est-ce que je vais faire un reportage pur et dur de culture locale, comme je vous ai dit avant? Est-ce que je vais faire du paysage? Est-ce que je vais faire de l'animalier? Est-ce que je vais faire du portrait? Eh ben, vous voyez ces 3 images-là, je les ai faites en Écosse et j'ai pu répondre à un besoin. J'ai pu répondre à un besoin de chaque condition. OK? Donc ce qui est intéressant, c'est que là, ce que j'ai ramené dans mon sac, j'ai pu faire toutes ces images juste avec un sac photo. Comment j'ai optimisé ça? Parce que pour lui, il fallait un tel objectif, parce que pour cette photo-là, il m'a fallu un 35 millimètres et pour celle-là, il m'a fallu un drone. Donc comment j'ai pu remplir mon sac à dos tout en étant léger, sachant que certains lieux, j'ai dû marcher plus qu'1 heure et demie sur des montées comme ça? Donc comment j'ai fait pour réussir à faire tout ça avec juste un sac photo? Bref, vous allez voir que le choix du matériel, du coup, n'est pas du tout le même. Ce soleil est chiant. Vous allez voir que le choix du matériel par rapport à ce que je vais photographier lors de mon voyage n'est pas du tout le même. Par exemple, et c'est là que je vais vous parler un peu d'équipement par rapport à la catégorie photo que vous allez faire. Si je pars pour faire que du paysage, forcément, le cliché vous dira: «Faut prendre un grand angle». Moi, c'est ce que je fais habituellement. Moi, par exemple, dans tous mes voyages, je ne peux pas ne pas partir avec mon beau bébé. Lui peut répondre à beaucoup de conditions. C'est un objet que je prends en paysage, c'est un objet que je prends quand je suis en urbain, parce que je peux me retrouver dans des rues ou dans des conditions très serrées et du coup, je suis très content de l'avoir. Hem, je peux me retrouver à faire des photos en fin de journée avec des étoiles et du coup, je suis très content de mon 1.8. Ça peut m'aider et vous allez dire: «Mais alors pourquoi prendre un grand angle pour faire des photos de nuit, par exemple, en 1.8 et tout?» Parce qu'en fait, le 20 par rapport à un, je sais pas, un 70 1.8, et ben, il a plus de profondeur de champ et donc pour les étoiles, c'est beaucoup plus intéressant de shooter avec le 20 1.8 qu'un 50 1.8. Retenez ça, ça c'est important. Retenez la profondeur de champ par rapport au type de focale. Ensuite, ça c'est mon objet gaga. Je l'ai depuis 6 ans. Il a fait tous mes voyages avec moi. Je ne peux pas, parce que je suis portraitiste forcément. Donc il y a le 51.8 et le 51.8, au dehors de la longueur focale qui répond à mes besoins de portraitiste, on se retrouve avec un 1.8 qui pour moi est très utile, non pas tellement pour le bokeh, parce qu'en tout cas ça a été le cas il y a des années, mais aujourd'hui c'est plus mon cas. Moi je shoote
à ouverture un peu fermée, on verra des exifs de photos après. Je me retrouve avec, un 8 parce qu'en fait, très souvent, j'aime bien quand je suis en urbain, par exemple, c'était quand, c'était il y a 1 an, j'étais à Cologne en Allemagne toujours et en fait, je veux pas être méchant, mais l'Allemagne, je la trouve pas belle du tout, hein, c'est pas esthétique, hein, vraiment soyons sincères. Mais par contre, la nuit, je trouve qu'elle gagne un charme. Le côté rude, le côté de reconstruction urbaine qui a été fait en Allemagne, après-guerre, donne un côté, vraiment, charmant la nuit avec les LED, je trouve ça très intéressant et du coup, l'avoir un 8, là par contre, c'est très intéressant. Du coup, ça me permet de faire des photos de nuit, telles que celle-ci, par exemple. C'est super et il suffit de très peu de sources de lumière pour réussir à faire un portrait quand même, assez qualitatif. Et après le 50, juste parce que j'aime bien avoir une vision, qui est le plus proche possible de celle humaine. Vous savez, le 50-60 millimètres, c'est ce qui rapproche de plus de la vision humaine et c'est pour ça qu'on utilise un 50 pour faire du portrait principalement. Ça va se rapprocher de la vision la plus réalistique possible. Et ensuite, un téléobjectif pour des sujets éloignés. Moi, ça m'arrive souvent, surtout, encore une fois, c'est le voyage en Écosse. Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit qu'on se retrouve dans des paysages très vastes, de la nature très grande. Et du coup, des fois, là, par contre, le grand angle, pas intéressant. Pourquoi? Vous savez bien, le grand angle, plus de profondeur de champ, mais par contre, les éléments dans la photo vont paraître beaucoup plus loin que la réalité de ce que vous voyez avec vos yeux. Et du coup, on se retrouve principalement, du coup, à avoir des paysages qui paraissent pas aussi grandioses tels qu'ils le ressemblent. Alors le 50, ce serait la vision réelle de ce que vous verrez avec vos yeux, mais par contre, le 70-180 2.8, c'est un objet très polyvalent pour moi et très utile. Je me retrouve avec ça à pouvoir faire certaines photos 70, mais certaines photos aussi à 120, 115, 130. Et ça permet du coup à l'inverse du 20 que je vous ai dit que les éléments paraissent plus loin, cette fois-ci on va compresser le fond pour faire paraître les choses plus grandes, plus intéressantes. Alors du coup en Écosse, vu que les paysages sont très grands et vastes et éloignés, c'est très intéressant d'utiliser ça. Alors du coup je m'éloigne de mon sujet, je le mets là et on fait un fond bien plus uniforme. J'aime beaucoup aussi cet objet-là parce que vu que là, il y a une compression qui se fait, du coup les fonds paraissent beaucoup plus unis. Et du coup, qu'est-ce que ça se passe? Moi, quand je suis pas d'idée sur la composition, sur ma créativité, ça, c'est pour les flemmards de la composition. C'est très intéressant pour ça. Ça rend beaucoup plus minimaliste la photo, c'est plus intéressant. Donc quand je suis flemmard en compo, j'ai pas d'idée, eh ben voici mon bébé qui va me sauver la vie. Alors que le 20 mm, quand j'ai des idées de compo, vu que ça rajoute plus de choses, plus d'éléments, plus de lignes dans la photo, ben là, c'est là que je suis intéressé d'utiliser 20 mm. Là, je vais poncer les lignes. Alors que là, il n'y avait pas beaucoup de lignes intéressantes. Du coup, je me suis mis au 70-180. Voilà. C'est pour ça que je prends ce genre d'objectif. Et ça, on dirait pas, si vous faites de l'animalier très très poussé, non. Mais par exemple, la photo du puffin que vous avez vu avant, le macareux, eh ben ça, c'est fait avec ça. Donc en fait, avec 3 objets dans mon sac, je remplis toute catégorie, quasiment. Et c'est ça qui est intéressant. Donc c'est ça, avoir un workflow assez léger. Le but, encore une fois, c'est de choisir vos bonnes optiques et les bons boîtiers qui vont avec, parce qu'on va en parler après, mais il y a des boîtiers que j'ai choisis par rapport à mes voyages. Ça dépend un peu des voyages. Et les optiques, c'est la même chose. Là, je vous ai fait mes exemples de moi, ce qui fonctionne et ce qui me plaît. Mais vous pouvez très bien voyager juste avec un 24-70 et un 70-180, comme vous pouvez faire un 20 mm, un 50 mm et un 105 mm macro. C'est très bien. Ça dépend ce que vous préférez. Est-ce que tu préfères travailler sur objet fixe, sur objectif fixe, ou est-ce que tu préfères travailler sur zoom? Ça dépend de vous, vos envies, vos quantités, vos qualités, je sais pas, mais ça dépend de vous. En tout cas, tout est possible. Et aujourd'hui, en plus, avec la gamme Nikon, bon, il y a plus de problème de choix. On a un peu toutes les optiques qu'on a besoin par rapport à notre voyage. Et donc, avant le voyage, je vous disais aussi qu'il y a des petits accessoires indispensables, tels que les filtres, hein, ND, polarisants, tout ça. Ça prend pas de place, c'est léger, ça peut vous aider dans des situations très, 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 très précises. Batterie Nikon, c'est toujours une supplémentaire. Ça a l'air débile, hein. Mais moi, je vous raconte une anecdote de voyage. Je suis parti à Venise c'était quand? C'était en avril, ouais, c'est ça. C'était en avril, je partais avec un pote qui avait du Sony, bref, on s'en fout et du coup, je regardais mon pote et il me disait: «J'ai qu'une batterie pour ce voyage» et moi, je lui dis: moi, je t'en conseillerais 2». «Non, mais avec une batterie, je fais 2000 photos, t'inquiète, ça va bien se passer et tout, nananana». «Très bien, pas de souci, fais comme tu veux. Moi, je suis chez Nikon, je pourrais pas t'aider, hein, je peux pas te donner de batterie, hein, tu te débrouilles». Pas de souci. Très confiant en lui. On arrive à Venise, 2e jour, et on fait un super shooting dans une gondole avec une fille et tout. C'était trop bien. Et sauf que monsieur n'a pas calculé qu'en fait, il allait kiffer un peu plus que d'habitude de faire des photos. Donc il a fait plus que 2000 photos. Et on se retrouve à la moitié du trajet de la gondole, parce que ça coûte, hein, ça coûte 100 balles faire un tour en gondole d'une demi-heure. Et du coup, eh ben, à la moitié du shoot, marche plus. Genre, je regarde, je fais: «Ah, je te l'avais dit, batterie supplémentaire».
Eh oui, je t'avais dit. Et après des écouteurs, juste ça, c'est pour plus le côté créateur de contenu. Donc vraiment pour moi, voir faire de la transmission. Ce qui est bien avec les transmetteurs de ce style-là, c'est que ça peut être connecté sur téléphone, ça peut être connecté sur mon boîtier, ça peut être connecté sur une deuxième caméra, même celle des potes. Donc en fait, ça peut m'aider à faire des vidéos pour partager mieux mon aventure, mon voyage. Ça, c'est plus pour le côté créateur de contenu. Ok. Donc c'est toujours utile d'avoir des micros avec soi. On sait jamais. Peut-être que dans ton voyage, tu n'avais pas prévu de faire des vidéos, mais en fait, pendant ton voyage, tu rencontres une situation improbable de fou malade et tu te dis: «Mais OK, non, non, faut que je fasse une vidéo, faut que je raconte cette histoire, faut que je raconte cette aventure, j'en ai besoin, c'est important». Peu importe si c'est pour de la création de contenu ou pas. OK, on a parlé d'avant-voyage, donc on a structuré notre voyage, on a décidé le matériel avec lequel on allait partir. Maintenant, je vais vous donner des conseils de pendant le voyage. Donc, comment on va analyser notre lumière? Quelle réflexion on va avoir lors de ce voyage? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment analyser la lumière? Comment je vais exploiter la lumière selon l'heure et l'ambiance voulue? Parce que le but d'un voyage, c'est que certaines situations, vous ne les contrôlez pas. Vous ne les décidez pas. Et par exemple, imaginons, moi ça m'arrive de faire une séance, je vais au fin fond de la Polonie et la modèle me dit, je lui dis: «Je viens de telle date à telle date». Elle me dit: «Malheureusement, je suis dispo que cette date-là, à cette heure-là». Ah mais moi dans ma tête, je voulais faire la golden hour, sauf qu'elle est disponible que le midi. Donc faut que je m'adapte, faut que je trouve des solutions. Et donc certains photographes diraient: «Non, midi, non, c'est marre. Non, 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 je fais pas de photos, hors de question, nin 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 nin». Moi, j'ai dit: «OK, pas de souci». Je change un peu mes idées, je change le mood et on va faire des photos en plein midi. Donc comment analyser un peu tout ça? Les conditions que vous allez rencontrer le plus souvent, en tout cas vous allez construire, vouloir volontairement créer lors de vos voyages photos, ce sera des conditions, par exemple, tu vas dans le nord de l'Europe en hiver, attends-toi de te retrouver dans le brouillard et dans les nuages. Tu vas en fin fond de l'Italie en plein été, retrouve-toi probablement à chercher du coucher de soleil en fin de journée. Tu vas te retrouver toujours au sud de la France, à Montpellier, près de la Grande Motte, eh ben tu vas chercher peut-être la Blauer pour une lumière plus douce. Ça va dépendre des situations. Donc, le but, c'est que dans ces 3 conditions, vous retrouvez moyen, de placer bien votre sujet ou en même de choisir les bons boîtiers, les bons réglages et cetera et cetera. Par exemple, pour brouillard et nuageux, c'est une genre de condition climatique que là, il y a des choix d'optique à faire selon moi, à mon avis, pour avoir des meilleurs rendus, des choses plus intéressantes. Quand il fait brouillard, de manière générale, que ce soit un brouillard naturel ou pas, parce qu'il y a 2 types de brouillard. Il y a brouillard naturel et il y a brouillard non naturel. Le brouillard non naturel, ça va être par exemple, des situations où en fait, c'est un brouillard du matin. Ça, on appelle ça un brouillard non naturel. Un brouillard naturel, c'est juste parce que vous êtes très haut et il y a des nuages qui passent. Ça, c'est ce qu'on appelle un brouillard naturel. Bref, on s'en fout. Donc, vous avez un brouillard, vous vous retrouvez dans cette situation-là et par exemple, vu qu'il y a du brouillard, il y a ce qu'on appelle du voile en photo, de manière générale, comme le flair au coucher de soleil. Là, dans cette condition-là, il faut faire attention au choix d'optique parce que si vous shootez par exemple avec un téléobjectif, je vous ai expliqué avant un truc. Le téléobjectif, il y a ce qu'on appelle de la compression. Si vous compressez la photo, donc le fond, vous allez avoir une accentuation de voile. Donc s'il y a déjà du voile de base à cause du brouillard, se mettre au téléobjectif est un très mauvais choix si vous voulez un rendu piqué, si vous voulez de la netteté sur l'image, si vous voulez qu'on voit les détails, que la photo soit contrastée. Vous allez perdre toutes ces informations-là. Et plus le voile va être prononcé, plus vous allez perdre du piqué, du détail et de l'information couleur sur les choses qui ont été impactées par le voile. Donc, dans ce genre de cas, peut-être qu'un tel objectif, ça passe pas. Par contre, vous êtes en montagne et le nuage se retrouve derrière le sujet. Vous êtes en montagne et le sujet se trouve derrière le sujet. Vu que le voile, en vrai de vrai, est derrière, c'est pas grave là. Là, vous pouvez utiliser un tel objectif. C'est même plus intéressant. Ça peut compresser et donner encore une nouvelle dimension. Mais en tout cas, de manière générale, si vous vous retrouvez dans le brouillard, c'est pas forcément la meilleure des idées. Quand il fait nuageux, par contre, quand il fait juste nuageux de manière générale, là, je vais vous parler plus de positionnement de sujet. Là, je fais un exemple avec un humain dans le portrait, mais même chose dans l'animalier, même chose pour un objet quelconque. Quand il fait nuageux, vous savez que c'est une softbox naturelle. Ok? Retenez ça. Très bien. Donc, c'est une softbox naturelle. Cette lumière, elle devient diffuse, beaucoup plus douce, mais elle vient vraiment perpendiculairement par rapport à l'objet que vous photographiez. Donc, retenez ça. Donc, si moi je suis le modèle et là devant moi j'ai le photographe et il me shoot à taille humaine, qu'est-ce qui va se passer? Des ombres pas agréables, pas agréables au niveau des yeux, pas agréables au niveau du menton et pas agréables au niveau du nez. Alors la solution est toute simple, toute banale, sauf le voilà. Je suis un peu plus mignon normalement là.
Je parais moins fatigué, déjà aussi. Donc ça, c'est juste des petites astuces de quand vous shootez, quand il fait brouillard et nuageux. Et encore une fois, sachez une truc, si vous allez dans une destination où vous allez attendre à ça, at juste ne faites pas des mood boards, ne réfléchissez pas à des photos joyeuses et super cool, quoi. Je serais plus parti sur de la solitude et de la mélancolie, hein, exemple d'émotion qu'on veut transmettre en photo. Voilà, donc sachez que très bien, on part sur le coucher de soleil. Le coucher de soleil, j'ai 2 astuces à vous donner. La première, ce sera sur le positionnement de sujet et la deuxième, ce sera plutôt sur les conditions que vous allez rencontrer. Quand souvent, quand vous allez faire des couchers de soleil avec un beau coucher de soleil, ce sera en été ou dans des destinations de mer. C'est là où le coucher de soleil est plus cool, plus sympa. Mais il y a des petites choses à prendre en compte. La première, c'est que souvent, si vous faites des couchers de soleil en été et tout, ils seront les plus beaux, mais vous allez travailler très probablement, voire même certainement, vous allez travailler dans des zones où il y a des réflexions. Souvent près de la mer, par exemple. Souvent, vous allez pouvoir travailler peut-être juste dans un lac. C'est des trucs estives, ces trucs là où on recherche les couchers de soleil. C'est chiant cette histoire d'écran là. Non. Donc vous allez travailler où il y a beaucoup de sources de réflexion. D'où l'importance des accessoires que je vous ai parlé avant. Donc le fil polarisant, c'est un petit truc. Cette séance-là, tous les reflets de l'eau, si j'avais pas eu mon polarisant, ici c'était bisous, cramé, au revoir, bonne journée, irrattrapable en post-prod, voire très compliqué. Voilà, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée, pour que vous sachiez, ça aurait été compliqué. Donc un polarisant dans le sac ne fait jamais de mal. Et même un filtre ND qui, pour ceux qui étaient la conf d'avant de Camara, c'était plus pour la vidéo, mais c'est aussi pour la photo. Ça aide à rattraper ce genre de zone. Là, ici, c'est pas cramé. Bizarre ça. Donc ça peut aider à rattraper aussi juste des autres lumières. Et là, j'ai pu rattraper la couleur. Et du coup, c'est plus orangé, ça paraît plus naturel, plus beau, plus intéressant. La lecture de la photo est beaucoup plus agréable. Bref, c'est toutes des conditions où les accessoires peuvent faire la différence. Donc là, dans ce genre de situation au soleil, un polarisant ou un filtre ND, ça vous aide beaucoup. Plus pour le team polarisant, pour la côté réflexion. Très bien. Maintenant, on va parler de positionnement de sujet. Quand je fais du contre-jour de manière générale, donc cette règle-là, peu importe le sujet, n'oubliez pas, il y a des gens qui sont team pas contre-jour. Moi, je suis team contre-jour. Ce que je vais vous dire, c'est pas une loi mathématique, hein, c'est pas une règle mathématique, c'est une opinion. Mais une opinion que selon moi a du sens. Donc, quand vous faites du contre-jour, soleil derrière le sujet. Jusque-là, tout va bien. Très bien. Sauf qu'il y a 2 manières de faire du contre-jour, selon moi. Il y a le contre-jour classique où vous allez intégrer, du coup, le soleil directement dans le cadre de la photo. Et donc, ce qui va se passer, c'est que ça va créer ce qu'on appelle un flare. Donc, on revient un peu au principe du voile. Le principe du voile, du coup, c'est ce que j'avais dit quoi? Tout ce qui va être impacté par ce voile, donc ce flare dans ce cas-là, va perdre en netteté, information lumière, information couleur. Donc si vous êtes des chirurgiens de la photo et vous aimez le piqué, la netteté, tout ça, eh ben, c'est pas la bonne idée à faire. C'est pas le truc que je vous conseille. Je vous conseille largement pas. Ça, c'est si vous êtes chirurgien de la photo, si vous aimez le piqué, etc. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui vous êtes plus dans la transmission d'émotions, voire avoir plus le côté épique de la photo, le côté waouh, eh ben effectivement, on peut intégrer le soleil dans l'image et avoir un voile qui impacte le sujet. Et c'est pas très grave, on s'en fout. Vous êtes plus dans la transmission que dans le regardez, j'ai fait un portrait magnifique, bien piqué, propre, technique, tout ce que vous voulez. Donc ça dépend. Et ça revient à l'image, merci. Et donc, ce que je veux dire avec ça, c'est que ça, c'était la première règle. Vous mettez le soleil dans le cadre, ça fait un flair, ce flair va impacter le sujet, et pour le moment, vous allez perdre de l'information, du piqué, de la netteté. Très bien. Maintenant, si vous voulez le côté épique, très bien aussi. Donc ça, c'est un choix. Deuxième choix qui s'offre à vous, c'est ce que j'appelle le soleil hors du cadre. Donc ce soleil hors du cadre, c'est facile, vous faites toujours contre-jour. Le soleil ne se retrouvera pas environ entre un axe derrière le sujet entre 0 et 30 degrés, mais on se retrouvera presque à un axe plus de 45 degrés. Ok? Et cette fois-ci, le soleil, il sera pile poil hors du cadre. Pourquoi ça? Ça va créer un voile, et le voile dans cette photo, il est là, actuellement. Ok? Et donc ce voile-là, par contre, cette fois-ci, il n'impacte pas le sujet. Alors oui, il y a l'effet un peu moins waouh dans l'image, c'est vrai, mais on ressent quand même qu'on est en coucher de soleil. Moins que si on mettait le soleil derrière, mais on le ressent. Par contre, ce voile, vu qu'il impacte que là, eh ben, ça n'impacte pas le sujet. Et du coup, ça me permet de rattraper toutes les informations couleurs, détails, piqués, netteté sur le sujet. Et moi, personnellement, quand je fais du portrait, ben, j'aime bien qu'on voit les expressions de mes sujets. C'est important. Ça, c'était pour le coucher de soleil, la petite astuce. On est sur la blue hour. La blue hour, c'est la suite du coucher de soleil, ça vous le savez, c'est quand le soleil passe l'horizon. À partir de ce moment-là, la blue hour se déclenche. Donc la blue hour se déclenche.
on est sur un horaire où la lumière est beaucoup plus douce, beaucoup plus agréable, mais vous allez avoir des conséquences, c'est que la lumière, vu qu'elle baisse, vous allez potentiellement, très probablement, devoir faire soit une montée en ISO, soit des conceptions sur vos réglages de vitesse et d'ouverture. Très bien. Moi, juste pour ça, je vais vous donner juste une petite astuce de positionnement de sujet. J'appelle ça la règle du tournesol. Donc, le soleil est derrière moi, c'est en plus le cas. Le soleil est derrière moi. Je viens de finir le coucher de soleil parce que j'ai fait un contre-jour. Très bien, fantastique. Le soleil vient de passer l'horizon, très bien. Le photographe est devant moi actuellement, je suis comme ça. La blue hour, ça dure combien de temps? 20, 30, 40 minutes, ça va dépendre du secteur géographique, le moment de l'année, la saison, les conditions météorologiques, bref. On va dire que ça dure 20 minutes. Donc, si ça dure 20 minutes, ça veut dire qu'au début de la blue hour, quand le soleil vient de passer l'horizon, ça dure 20 minutes. Comme je l'ai dit, on continue le contre-jour, comme de base à coucher de soleil. Et au fur et à mesure que la nuit va tomber, je vais tourner vers la fin. Et là, quand je suis là, c'est qu'il a commencé à faire nuit. C'est que là, on est sous la nuit. Pourquoi ça? C'est pour rattraper les derniers rayons de lumière. Ok? C'est pour rattraper les derniers rayons de lumière et ne pas éviter une grosse montée en ISO. C'est plutôt cool. Et deuxième chose aussi, ce qui est cool, quand vous faites un coucher de soleil, le fond est imposé. Pourquoi? Parce qu'on veut le contre-jour et du coup, on a un fond imposé. Ce qui est bien de la blower, c'est moi, ça me permet de faire un 180 degrés sur mon paysage derrière mon sujet. Et ça, c'est super intéressant. Moi, je trouve ça exceptionnel. Pour mon reportage de portrait ou mes portraits de manière générale, ça va compléter ma série, ça va faire changer le fond, ça va dynamiser ma série. Et c'est beaucoup mieux. Par contre, effectivement, il y aura des conceptions à faire sur les réglages. D'où l'importance d'avoir peut-être des ouvertures un peu plus ouvertes, un peu plus longues. Très bien. Donc maintenant, je voulais juste vous parler un peu plus de créativité. Ok, je vais faire un peu plus vite parce qu'en fait, c'est super long ma conf. Donc, je voulais vous faire profiter du fait que, ok, vous avez appris un peu à gérer mieux la lumière, vous avez les outils que vous avez besoin. Maintenant, il faut faire des photos intéressantes. Ah, ça c'est. Quand on fait du portrait, comment je peux valoriser un peu la destination que j'ai choisie? Comment je peux faire pour que la photo ait un impact en plus? Donc, je vais vous faire des exemples. Quand vous voyagez, il y a des trucs qui peuvent rendre la photo un peu plus intéressante, un peu plus créative. Par exemple, en premier cas, nous avons la silhouette. Ça, pour la fin de journée, imaginons le soleil est ultra fort, vous êtes au Maroc en plein été à 40 degrés, coucher de soleil, il est ultra fort, peut-être faire de la silhouette, ça peut être sympa, ça peut être intriguant, ça peut être cool ça. Ça, c'est une photo que j'ai fait à Madère, j'ai kiffé, incroyable. Vous pouvez faire de la texture, des lignes. Donc peut-être que le lieu s'apprête à mettre en valeur des lignes ou à mettre en valeur des textures. C'est super intéressant de rajouter ça en photo. Et donc pour ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire des choix. Par exemple, là, j'ai shooté volontairement avec un grand angle. Pourquoi? Parce que le grand angle, je vous avais dit quoi? Plus d'amplitude, axe plus grand, donc plus de lignes, donc améliorer la composition. Mais si le lieu est déjà plein de lignes, c'est super. Le grand angle répond à ma demande. Et deuxième chose aussi, je vous avais dit quoi? Le 20 mm, il a plus de profondeur de champ. Et du coup, qu'est-ce que ça amène, la profondeur de champ? Avoir la texture. Hop là, un petit boost sur Lightroom et super. Je pense que vous ressentez la texture, alors qu'on est sur un écran grand, ça devrait bien. On ressent la texture du lieu. C'est ça qui est intéressant. Et ensuite, je vous avais dit juste du contre-jour parce que c'est plus intéressant. Et jouer avec les éléments naturels. Donc jouer avec des plantes, si vous êtes en nature. Avec l'urbain, vous pouvez jouer peut-être avec des éléments urbains. Bref, de jouer avec les éléments qui se retrouvent autour de vous. Ok? Ça, c'est vraiment important et c'est super intéressant. Ça ramène vraiment une plus-value. Et regardez, juste le fait d'avoir mis la plante là, ça amène à rajouter des dimensions à la photo. Pourquoi? Parce que là, c'est le premier plan, deuxième plan, troisième plan. Ok? Et ça rajoute des dimensions à la photo. Ça donne de la dimension à la photo. Donc, jouer avec les éléments, c'est souvent très intéressant. À vous de voir si vous voulez fermer bien l'ouverture pour que vous voyez mieux le premier plan. Moi, j'aime bien mettre un petit flou, bien net, un petit peu flou. Voilà. Ça dépend des envies, des moments. Voilà. Ça, c'est à vous de choisir. Très bien. Maintenant, je vais vous parler juste un petit peu d'autres choses que du portrait. Je vais vous parler d'autres situations qui sont peut-être plus utiles. Juste des capacités de vos boîtiers que vous vous rendez pas compte que vous avez et que c'est utile. En tout cas, sur les boîtiers plus récents. Vous avez des fonctionnalités qui vous aident beaucoup. Je vais vous raconter une histoire, d'ailleurs, par rapport à ça. Donc, le pré-rafale. Cette photo-là, je me retrouve à Tenerife et je me retrouve dans un parc à papillons. Trop beau. Adorable. Oh, j'ai kiffé. C'était incroyable. Bref, on se retrouve avec ce beau papillon. Et du coup, ce beau papillon était très, 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 très chiant. Parce que ce beau papillon, il avait toujours envie de faire attends, je me pose. Non, je me barre. Oh, attends, je me pose. Non, je me barre, en fait. Donc, dans ce cas-là,
la pré-rafale du boîtier a été très utile. Parce que des fois, vous savez, normalement, quand vous êtes sur le bouton du boîtier, vous avez ce qu'on appelle le mi-course. Ce mi-course-là, en fait, vous vous rendez pas compte, quand le papillon se posait, j'étais déjà en mi-course. Et ça, le boîtier, il faisait ce qu'on appelle un pré-rafale. Et donc, il avait déjà pris des photos avant que je la prenne. Et du coup, ça m'évitait qu'à chaque fois, je perdais des photos de quand le papillon vole. Sauf que vous savez, anecdote et fun fact, c'est que moi, je savais pas au tout début quand je suis rentré dans les papillons. Je savais pas. Et du coup, je loupais toutes mes photos. Et mon pote, il me dit, mais t'es con, il y a le pré-rafale. Et je fais, ah, d'accord, bah, je vais tester ça. Du coup, j'ai mis le mode, j'ai fait, oh, j'ai des photos de papillons, trop bien, je suis trop content. Donc voilà, c'est des outils qui peuvent vous servir dans certaines conditions précises. Là, c'est dans ce cas-là, c'est pour faire par exemple plus de l'animalier, des choses qui bougent vite, hein, des instants. Ensuite, un autre truc que vous savez pas, c'est que moi, jeune padawan que je suis, quand je suis parti il y a 2 ans en Irlande, j'avais pas calculé que potentiellement, il y avait des situations où j'aurais eu peut-être besoin d'un objectif qui est un peu plus long qu'un 70 millimètres. Parce que l'Écosse et l'Irlande, bah, ça se ressemble. Et c'est très vaste aussi. Et du coup, comme j'avais dit au début, l'Écosse, je savais qu'il y a des trucs vastes, donc il fallait un tel objectif. Sauf que moi, il y a 2 ans, j'étais très con et je réfléchissais pas trop. J'étais en mode, Ouga Boga 35 millimètres portrait. Je me suis dit, il y a peut-être des situations où j'aurais peut-être besoin d'autre chose. Non, je me suis pas posé la question. Alors, dans ce cas-là, j'ai eu un petit truc qui est assez utile dans les boîtiers Nikon, et dans d'autres boîtiers aussi, hein, ça change rien. Le format FX et le format DX. Donc ça, la photo de base, c'est le format FX. Très bien. Le format FX, c'est le format de base, c'est le format full frame de votre boîtier. Ok. J'étais là en mode, c'est un peu loin, et j'ai pas mon 70-180. C'est chiant cette histoire. Hein. Eh ben, j'avais zappé, mais en fait, on peut cropper dans l'image directement pour donner un effet un peu plus compressé. Alors que c'est pas le cas. Mais ça donne l'impression d'avoir une image plus compressée. Et du coup, ça m'a un peu sauvé. Donc n'oubliez pas que sur vos boîtiers, vous pouvez cropper vos images directement sur le boîtier. Sur le boîtier, vous pouvez choisir le format FX ou le format DX. OK? Et si vous avez un 24 millions de pixels, c'est largement suffisant. Ne vous inquiétez pas. On ne perd pas trop en qualité d'image, voire très peu. Très bien. Donc maintenant, moi, je voulais juste vous aborder ça très vite. Tout ce qui est pensé au cadrage, parce que c'est bien d'avoir le bon matos pour faire les bonnes images. C'est bien savoir comment positionner ses sujets pour faire ses photos, pour avoir une belle lumière. C'est bien de, de savoir un petit peu comment être créatif en photo. Des fois, j'ai des images, elles sont belles, mais elles ont pas d'âme. C'est juste beau, mais ça a pas d'âme. Donc, il faut penser à la transmission d'émotions. Est-ce que j'ai envie de valoriser quelque chose dans cette image? Est-ce que j'ai envie de raconter une histoire à travers ces images? Et ça, c'est important, en fait. Peu importe le type de photographie que vous faites, je pense que ce qui est le plus important, c'est de transmettre quelque chose. Je vais vous montrer la même personne. On est partis ensemble dans beaucoup de voyages. Et en fait, on a fait 3 voyages différents avec la même personne. Et pourtant, on a des conditions qui sont différentes. La première, ce sera transmettre une émotion. Ce cadrage n'est pas choisi au pif. Cette compo n'est pas choisie au pif. Ce choix d'heure et de lumière n'est pas choisi au pif. Ce regard vers l'avenir n'est pas choisi au pif. Tout ça, c'est pour raconter et transmettre une émotion. La liberté, la légèreté, qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi elle se retrouve dans cette lande? Voilà, c'est laisser le mystère, donner envie de lire cette image, à travers la couleur, la composition, à travers l'expression faciale, à travers plein de choses. Ensuite, il y a raconter une histoire. Raconter une histoire, ça peut être plutôt, c'est moins de la compo, c'est plus de la lumière, un impact fort. Là, j'ai mis le soleil dans le cadre parce que je voulais l'effet waouh, je voulais l'effet épique. Je voulais faire cette pause parce que je voulais qu'elle se sente libre de ce moment-là. Et ce moment-là était incroyable. Je pense que c'était le meilleur moment de ma vie. Il pleuvait, il y avait un coucher de soleil, elle était libre dans le vent, il faisait 5 degrés, on s'en foutait, on avait fait 800 kilomètres, on n'avait rien à cirer et on a vécu ce moment intensément. Et moi, cette photo, elle me raconte une histoire. La mienne en tout cas, parce que je l'ai vécue, mais j'espère qu'elle transmette ça au sol. De la liberté, de la légèreté. Et ensuite, il y a ce que je vous disais, valoriser un lieu. Je me retrouve à Madère, au Portugal. Et là, pour le coup, dans cette image, j'avais pas envie forcément de raconter une histoire sur Yana. C'est la modèle de ces 3 photos que vous avez vues avant. J'avais pas envie de forcément de transmettre une émotion. Je voulais juste mettre en valeur cet arbre qui est iconique à Madère et qui a toute une histoire à vous raconter, je pense. Pour moi, ça valorisait un lieu. C'est valoriser, mais à travers la pose, la position, la lumière, à travers le choix des réglages pour le contraste. Bref, tout ça fait en sorte que ce lieu a été valorisé. Très bien.
On a parlé beaucoup d'émotions, techniques, le choix d'objets. On va parler de réglage photo. C'est ça que je voulais entendre. Je sais qu'à chaque fois que vous regardez mes images, vous dites: «Ah, c'est quoi tes réglages? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Dis-moi, s'il te plaît». On va parler d'images. Je vais vous montrer plein d'images et les choix du matériel qui ont été faits. Image numéro 1, contexte. Je suis à Pornic, 2 décembre, il y a du vent, c'est une dinguerie, très bien. J'ai eu mon 772, c'était il y a 3 ans maintenant. J'avais mon 50 Gaga, je l'aime beaucoup, c'est incroyable. Et les choix de mes réglages ont été faits. F5, 600-400 ISO, 500. 500 pour figer le mouvement, très bien, parce que le minimum pour figer un mouvement, même si c'est pas trop vite, c'est minimum 300. 500 parce qu'elle courait un petit peu vite. 600-400 ISO parce qu'on dirait pas, mais il faisait très 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 nuageux, donc c'était un peu sombre, il fallait compenser ça. Et le F5, c'est parce qu'en fait, il faut savoir un truc. La profondeur de champ, grand débat. Et la profondeur de champ peut changer selon de beaucoup de paramètres. La première, c'est votre ouverture. Très bien, jusque-là, pas. La deuxième, c'est la longueur focale. Très bien. Et la troisième, c'est la distance de mise au point que vous faites dans votre image. Ça joue sur la profondeur de champ. Et vu que j'avais pas beaucoup de lumière, je pouvais pas me permettre de mettre à F8, F9. Donc je me suis mis à F5. Mais je savais qu'à cette distance-là, avec le 50, je gagnais un petit peu en profondeur de champ déjà de base. Je ferme à F5, j'ai un peu plus de profondeur de champ. Et je voulais pas un flou-flou. Je voulais qu'on arrive un petit peu à contextualiser cette expression faciale, cette image. On ressente un peu les vagues, on ressente le sable, là où elle a marché. Je voulais tout ça. Et tout ça, j'ai pu le faire parce que j'ai gagné en profondeur de champ et que j'ai figé mon image. Donc ça, c'est pourquoi j'ai choisi ce genre de réglage. Très bien, on est sur une autre image. Cette fois-ci, on se retrouve à Sète, à côté de Montpellier, pour ceux qui ne savent pas, dans le sud de la France. On est en avril, il y a 2 ans maintenant déjà. Putain, ça passe vite. Je suis sur un ZF, toujours mon 50 Gaga, et on est sur le même principe. Cette fois-ci, bas ISO, parce que de toute façon, j'ai du soleil. Je ferme un peu mon ouverture, parce qu'en fait, pour 2 raisons principales, cette fois-ci, je reviens au même principe. J'ai un peu plus de distance, donc plus de profondeur de champ. Super. La deuxième chose, c'est que encore là aussi, je voulais contextualiser mon portrait. Il n'y a pas une grande profondeur de champ, mais il y a suffisamment pour contextualiser où est-ce que se trouve mon sujet. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qui l'entoure? Quelle est l'ambiance de cette image? C'est pour ça qu'on appelle ça un portrait ambiancé. OK? Deuxième chose, j'ai choisi cette ouverture-là, parce que plus vous allez fermer, plus le flair va être maîtrisé. Sauf que le soleil ce jour-là était ultra strong, et du coup, le flair, j'ai fait en sorte qu'il tombe pile poil là. Et comme ça, netteté sur l'image. Fantastique. J'ai rattrapé le teint de peau, j'ai pu faire valoriser ses yeux, j'ai remis de la texture parce qu'elle avait des petits points là, c'était trop mignon, je trouvais ça trop beau. Et puis voilà, donc voilà les choix de réglage. On part sur une deuxième image. Je me retrouve à Tenerife, c'était cette année. Donc j'ai mon Z6 III, mon 70-180 qui est devenu mon Gaga ultime, lui aussi. Et cette fois-ci, il y a un autre choix qui s'est offert. Alors, cette fois-ci, on est sur du 4.5, on est sur du 70-180. Pourquoi le choix de cet objectif-là dans cette condition-là? Parce que je me retrouve à l'ombre, le soleil est bien caché derrière, et que de base avec le 50, le 40, le 30, 20, je me retrouvais avec un flair qui n'était pas forcément ultra cool. Là, cette fois-ci, pour le coup, je voulais que le flair tape. Je voulais que le flair soit... Et du coup, comme vous avez dit avant, longueur focale plus grande égale à compresser le fond égale à flair beaucoup plus intense. Et donc cette fois-ci, le choix du réglage a été fait pour ça. Donc cette photo, elle est comme ça parce que j'ai choisi une longueur focale. Donc en quoi il m'a été utile pour autre chose. Très bien. Cette fois-ci, on se retrouve à Porto, au Portugal, de nuit en janvier de cette année. 7.6.3 toujours. On est sur un 51.8, un 8 pour le côté nuit, hein, très bien. Je suis à 2.5 parce que je voulais un tout petit peu plus de piqué et de netteté parce que vous savez, quand vous fermez, vous gagnez en netteté. Choix d'ISO, très bien, je voulais pas trop monter. Et là, par contre, cette fois-ci, ça c'est lui le réglage qui a fait la différence sur cette image. On appelle ça un slow shutter speed. Je baisse ma vitesse d'obturation, je demande à mon sujet d'être le plus statique possible, hein, n'oubliez pas ça, d'être le plus statique possible pour figer l'image. Moi, je fais pour être sûr, hein, même si aujourd'hui on a la stabilisation sur 8 axes, c'est très très cool. Bref. Et par contre, j'attends qu'il y ait un scooter livreur qui passe devant pour créer ce qu'on appelle du coup du filet, du flot de dynamisme. Et ça donne vraiment une plus-value à la photo. Et volontairement, j'ai rajouté une petite lumière blanche pour faire ressortir le bleu. Pourquoi? Complémentarité avec le rouge. Voilà, résolu le problème. Donc choix d'objectif et vitesse d'obturation, on fait en sorte que cette photo, elle puisse exister.
Très bien, on est sur une autre image. Je l'ai fait il y a 2 mois. Je me retrouve au lac de Côme, en Italie et en fait, cette fois-ci, j'ai choisi un Z6 III. Mais par contre, on va pas parler tellement de réglage, mais on va parler plutôt de l'optique que j'ai choisie. Pourquoi j'ai choisi ce 24-70 alors que d'habitude, je suis un gaga des objectifs fixes? Je suis un énorme gaga. Parce que je savais que j'allais être dans l'eau et que ça allait être chiant et que j'allais pas me taper de changer les optiques tous les 2 minutes, ça allait être très relou et donc je me suis dit: «Oh, toi t'es sympa, toi je t'aime bien, toi viens avec moi». Du coup, j'en ai pris et on a fait cette image parce que cette image des fois j'avais envie d'avoir des compressions précises, donc le fond plus compressé, donc je me mettais à 70 et il y avait des images comme celle-ci où je me retrouve à 24 millimètres, où il y a plus de dimensions, plus de lignes qui se rajoutent, plus intriguant, plus de profondeur de champ, du coup plus de texture. Voilà, pour faire ressortir les nénuphars. Bref, les choix ne sont pas au pif. Ils ont une raison d'exister. Et ça crée ce genre d'image. Je reviens là aussi. Je reviens un peu à ce que je vous ai déjà dit avant. 24-70, cette fois-ci, c'était pas forcément pour ça que je l'ai choisi. Par contre, cette fois-ci, je l'ai choisi pour ça, principalement. Pourquoi? Parce que là, j'ai de nouveau de la texture. J'ai envie de montrer de la texture. Et du coup, mais en même temps, je veux pas être au 20 millimètres. J'ai pas envie. Moi, je veux une compression. J'ai envie d'avoir une compression pour qu'on ressente encore mieux toute cette texture-là. Du coup, je me mets au 70, je ferme à 7 points, et ça me permet d'avoir une bonne profondeur de champ quand même. Et du coup, je peux ressentir la texture des murs, ressentir le moment, tout en ayant un portrait toujours contextualisé. Très bien, là on part vraiment sur totalement autre chose. Choix d'optique 105, mais parce qu'il est macro cette fois-ci, donc je peux me permettre d'aller très 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 proche. J'utilise les plantes pour faire mon cadre dans le cadre, hein, grande technique classique de composition, vous connaissez, je vais pas vous en parler, hein, je pense que tout le monde vous le dit. Et cette fois-ci, je ferme à f10, parce que vous savez que du coup, vu qu'on est sur une longueur focale longue et qu'on est très proche du sujet, ça peut, genre, entre déjà là, la paume et les yeux, c'est flou. Au revoir, sayonara. Donc un F10 permet d'avoir vraiment, et là vous le voyez, on peut voir tous les détails de ce bel œil. Bref, voilà. Donc ça, c'est pourquoi j'ai choisi ce choix. Et je choisis aussi le Z8 parce que cette fois-ci, je voulais pas être à 24 millions de pixels, je voulais être à 45 millions de pixels. Ce qui fait que la photo, elle est bien sharp. Donc c'est le choix de boîtier, le choix d'optique et les choix de réglage ne sont pas au pif, encore une fois. Ils sont valorisés. Ça, c'est une photo que j'ai fait il y a 1 mois. C'était en Allemagne, j'étais à Offenburg et il y avait cette modèle trop sympa, trop adorable et en fait, elle avait pas le choix, c'est ce que je vous disais avant, elle avait pas le choix. Elle m'a dit: «J'ai que midi». J'étais là: «Oh non, oh c'est chiant». Bref, du coup, je me suis pris mon Z8, cette fois-ci pour la plage dynamique. Je me suis dit: «Lui, si j'ai un petit peu de surex, je peux un peu étirer un peu plus le fichier, ça peut aller un peu plus loin». Très bien. Donc ensuite, pour ça, sur l'optique, j'ai choisi le 20 parce que ça me permet de faire un truc que c'est illégal en portrait pour les vrais portraitistes. Du contre-plongée. Oh mon Dieu, c'est horrible. Bref, du coup, le contre-plongée, le 20 millimètres me permet de faire un contre-plongée qui paraît pas trop dénaturalisé. Ça donne une dimension à la photo. Ça donne vraiment une dimension qu'on n'est pas habitué de voir. Ça fait bizarre de voir quelqu'un comme ça. Hein? Pourquoi je regarde comme ça? C'est c'était ça? On rajoute des plantes un peu autour pour faire le cadre dans le cadre, vous connaissez déjà. Un petit fleur pour faire genre sympa. Je ferme bien mon ouverture parce que du coup, ça va créer ces petits faisceaux que vous voyez là. Et sur ce, voilà, un petit coup de flash parce que ouais, bon, c'est vrai que le contre-jour, il est salement vénère. Donc, un petit coup de flash et voici votre image, elle est réalisée. Tout simplement. Donc, les choix, plein de ces choix ne sont pas au pif. Ils sont volontaires. Pendant le voyage, on a parlé de technique, de tout ça. Moi, je voulais vous parler de Nikon Imaging Cloud, qui est pour moi un outil que j'utilise depuis 1 an et qui est incroyable. Un outil précieux pour les créateurs nomades. Et c'est vrai, je confirme. Dans un premier temps, on va parler de sauvegarder automatiquement ces photos en déplacement. Moi, aujourd'hui, j'ai mon Z6 III qui est le cloud, qui est connecté directement à mon cloud Nikon. Et quand je prends des images, je peux lui dire, hop, transfert. Et comme ça, même si le boîtier il brûle, il est volé ou tout ce que vous voulez pendant le voyage, ben moi je rentre à la maison, j'ai toujours mon petit rôle à la maison. C'est trop bien. Utilisez le Picture Control pour avoir un rendu déjà travaillé, je vais vous l'aborder en précision après. Et après, on est sur créer et importer ses propres réglages personnalisés. Et ça c'est révolutionnaire. Ça, c'est vraiment, je dois vous en parler. Donc, comme je vous avais dit, pour celui-là, je vais m'arrêter assez vite. Sauvegarder automatiquement ces photos, même en déplacement. Donc, je vous disais,
Ce qui est bien du Nikon Imaging Cloud, vous allez sur le paramètre Wi-Fi, vous êtes en voyage, vous faites les photos, vous allez sur ce paramètre-là, et vous disiez importer dans le cloud. Et donc, si vous êtes connecté à Internet, hein, bien sûr, hein, n'oubliez pas, vous pouvez importer vos photos. Donc moi, je mets la 4G de mon téléphone, je mets la Wi-Fi, je le connecte, et il l'envoie dans le cloud. Et donc, si mon boîtier il brûle le lendemain, ou me le vole, bah pas grave, m'en fous, j'ai mes images. Donc cool. Bref, résolu le problème. Maintenant, le picture control, pour avoir un rendu déjà travaillé. Très bien. Utilisez le picture control pour avoir un rendu déjà travaillé. Sur votre boîtier, vous avez ce qu'on appelle les picture control. Et ça, c'est trop cool. Parce que du coup, ça donne un pré-rendu à vos images. C'est un peu comme les Fuji avec les courbes et tout ça, vous connaissez. Ouais, très bien. Donc, le picture control, aujourd'hui, il a évolué. C'est plus les picture control naze. Non, 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 tu le personnalises. Tu le fais comme tu as envie. Tu le fais kiffer, ce picture control. Ça, c'est 100. C'est mon RAW brut. Ça, c'est mon RAW travaillé un petit peu. Plus contrasté, plus saturé, plus teinté. Voilà. Ça, c'est des choses qu'on peut avoir avec le. Et ce qui est bien maintenant aujourd'hui, c'est que ces picture control, tu peux les télécharger depuis le cloud Nikon et tu peux créer des nouveaux profils. Plein de profils. Donc c'est trop cool, tu peux le personnaliser à 100%. Donc ça, c'est un exemple de 100 et avec. Voilà. Donc c'est le bonheur. Moi, je trouve ça trop cool. Et c'est super cool parce que quand vous avez vos clients, vous faites vos shoots, vous pouvez déjà projeter un peu le client sur la manière dont vous retouchez vos photos. Le client, il arrive à se projeter encore plus. C'est trop cool. Moi, je trouve ça incroyable. Et moi, que je suis gaga d'avoir mes photos un peu en pré-rendu, mais en voyage, bah, c'est gaga aussi. Du coup, c'est trop bien. Très bien. Donc, le Nikon Imaging Cloud vous permet 2 choses qui sont incroyables. La première, c'est de créer et importer ses propres réglages personnalisés. Très bien. Je suis désolé, c'est en italien parce que je suis un rital. Et du coup, aujourd'hui, les créateurs ont créé des profils. D'ailleurs, il y a bonjour, salam. Vous avez vu que les créateurs de Nikon ont créé des profils. On a été contactés, on a créé des presets comme sur Lightroom, des vrais presets que vous pouvez télécharger sur le Nikon Cloud. Et après, vous verrez que votre boîtier il est connecté, votre boîtier est connecté, et vous l'importez directement sur le boîtier, cette recette. Et du coup, ce profil picture, vous pourrez l'utiliser sur votre boîtier directement. Et ça, c'est trop cool. Mais si vous n'avez pas envie de copier vos créateurs préférés, très bien, je le comprends, hein, je suis nul, je sais, c'est pas grave. Hein. Vous pouvez créer votre propre recette. Et ça, c'est très très cool. Ça veut dire que vous pouvez aller faire tous les réglages, exposition, color grading, courbe, teinte, balancement du blanc, et vous créez votre recette. Et encore une fois, après, hop, je transfère dans le boîtier. Et je l'utilise. Et ça, c'est trop bien. C'est le feu. Vous vous rendez compte qu'on peut mettre notre. C'est comme si on mettait notre preset Lightroom directement sur le boîtier. Mais c'est fou. Moi, j'attendais ça depuis des années. C'était. C'est révolutionnaire pour moi. Je voulais vous parler aussi de SnapBridge en voyage parce que c'est trop trop cool. C'est trop utile. C'est une autre application Nikon sur le téléphone qui est trop trop utile. Vous pouvez importer vos fichiers RAW directement sur votre smartphone et faire un pré-traitement, par exemple, sur Lightroom Mobile. Je vais vous en parler plus en détail après. Utilisez la fonction de remote caméra pour faire vos autoportraits ou pour vous filmer tout seul quand vous êtes tout seul en voyage parce qu'on n'a pas tout le temps des copains qui peuvent vous aider à filmer. Souvent, on serait amené à être seul. Et en cas de faible batterie, bah là, tout simplement, juste de charger le powerbank. Rien à voir avec SnapBridge. Je devais mettre quelque chose. Bon, là, on m'a dit de mettre 3 trucs. Donc, j'ai mis 3 trucs du coup. Bref, donc, je fais ma photo. J'ai mon application. Je télécharge mes photos RAW. Bien sûr, je détaille. Vous pouvez aussi en JPEG. Et même mes vidéos, je les importe sur le téléphone. Et après, je vais sur le Lightroom Mobile. Je mets mon RAW et je le retouche comme si j'étais sur le PC. Et ça, quand je suis en voyage, c'est photonique. Surtout moi qui est créateur de contenu, j'aime bien. Par exemple, c'est arrivé là, il y a 2 ans. J'étais aux Dolomites. J'étais sur une canoë à la con sur un lac. Je fais ma photo, je galère comme un chien. Et après, du coup, je descends du bateau. J'ai déjà téléchargé ma photo. Et moi, je venais mettre la story que j'étais dans le canoë. Et après, je partage le résultat photo. Et tu sais, les gens, ils se font ah, c'est un taré celui-là. Mais ça, c'est parce que j'ai pu faire ce combo-là. Ça marche bien. Vous avez vos presets, vos trucs. Bref, c'est un workflow de fou furieux. Ensuite, donc ça c'est plus pour le côté faire des photos de paysages à longue expo ou plus le côté créateur de contenu. Utilisez SnapBridge pour faire le remote control. Vous pouvez régler tout à distance avec le téléphone. Et un petit trépied, et comme ça vous pouvez faire vos photos, vous filmer tout seul en vidéo aussi. Moi, ça m'est arrivé, j'ai fait un voyage, c'était ouf, je suis fatigué. Ah oui, j'étais à Barcelone, je vloguais. Je vloguais, et des fois, de temps en temps, je posais mon trépied, hop, caméra contrôle, et j'étais tout seul dans ce voyage-là. Donc je devais me débrouiller, j'avais pas trop le choix. Et je voulais un rendu un peu plus pro que juste une Osmo Pocket, hein, donc une action cam. Je voulais un rendu un peu plus pro, un peu plus cool. Donc du coup, j'ai fait ça. Et ça marche très très bien. Et sinon, je peux faire des autoportraits chez toi. Voilà, tout simplement.
Et dernier truc, juste tout simplement, ça m'est déjà arrivé qu'une fois, j'avais 2 batteries, je les ai poncées, elles étaient mortes et du coup, j'avais encore envie de faire quelques photos. Petit power bank, petit câblage, hop et si le power bank est assez puissant, vous pouvez même continuer à faire des photos en attendant qu'il est attaché, au lieu d'attendre qu'il recharge et cetera, et cetera. Voilà, tout simplement. Bref, et ça, c'est la fin du voyage. Donc vous avez fait tout ça et avec les bonnes démarches et les bons outils, vous êtes beaucoup plus libre mentalement. Je vous donne un exemple. Tout ce que je viens de vous dire, quand je voyage maintenant, je suis beaucoup plus léger mentalement. Et du coup, quand je suis plus léger mentalement, je peux réfléchir mieux à ma photo, à ma vidéo. Qu'est-ce que j'ai envie de raconter? Parce que j'ai pas tous ces trucs techniques à penser avant, en amont. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, avoir la bonne démarche, avoir la technique et les bons outils vous permet d'être beaucoup plus libre mentalement et du coup créer des images plus cool, plus sympas, plus impactants. Bref, je finis sur ça en disant que si vous êtes libre techniquement, mais surtout libre créativement, mais si vous voulez continuer l'aventure des voyages, j'ai sorti un livre, il est sorti aujourd'hui officiellement, non, il y a 2 jours officiellement. Ça s'appelle 99 portraits d'ailleurs. C'est 4 ans de photographie dedans. Il y a les 14 pays d'Europe que j'ai fait. Il y a 99 histoires humaines, des rencontres que j'ai fait, des personnes que j'ai rencontrées, des lumières que j'ai vues, des choses un peu humaines. Le côté humain de la photographie, parce que derrière un photographe, il y a un humain. Et ça, c'est cool de savoir aussi un peu ce qu'il peut penser. Il y a de la philosophie de comptoir, de 4 heures du matin, quand je buvais une bière avec un Polonais. Bref, il y a beaucoup de choses. Et ensuite, ça, c'est plus, parce qu'on s'en fout de mon histoire, hein, en vrai, je suis pas intéressant. Vous avez les 99 techniques. Ça, pour les gens qui veulent apprendre à gérer leur lumière naturelle, ça, c'est le feu. Parce que dans les 99 techniques, c'est 99 cas différents où je vous apprends de la composition, des choix de réglage, où il y a tous les exifs de mes photos, où je vous apprends le choix de couleurs, où je vous apprends le positionnement du sujet, pourquoi j'ai choisi cette lumière-là, comment travailler quand on a une lumière dure. Bref, j'en passe. Et ensuite, c'est dans 14 pays d'Europe, donc le but, c'est de vous faire voyager avec moi directement. Bref, sur ce, je vous remercie. Merci à tous. Quel talent, on peut l'applaudir. Un grand merci, Guillaume. Ça a été très bon. Merci à toi, Roland. Félicitations. C'était fantastique. Il nous reste 2-3 minutes pour des questions. Vous voulez jouer au jeu des questions? Oui, on veut jouer au jeu. Vous voulez bien- Au niveau matériel, avec ou sans pare-soleil? Hein? Ça dépend des situations. C'est-à-dire qu'il y a des situations où volontairement je veux du flair, donc non, pas sans. Et il y a des situations où je veux pas de moins de flair possible, donc je veux un flair maîtrisé. Et donc au long, oui, par soleil, absolument, ouais, totalement. D'autres questions? Bonjour, j'ai Bonjour. vu que vous aviez beaucoup de boîtiers différents et si vous ne deviez en choisir qu'un, lequel ce serait pour vos Des- photos de portrait? ZS3. J'ai même pas révélé, ZS3. Ou ZF. ZF aussi. J'aime beaucoup. ZF, absolument. Bonjour. Bonjour. Quand vous faites des photos, est-ce que vous travaillez toujours en manuel, genre, Ouais. ou toujours en Je suis manuel? toujours en manuel parce que je veux un contrôle total. Il y a des photos peut-être que je veux que je sois sous X volontairement, et des photos je veux être sur X. Et en fait, je veux pas que le boîtier contrôle mon ouverture parce que tu as vu à quel point l'ouverture peut impacter la profondeur de champ et que moi, c'est ma transmission d'émotions et d'images est différente. Et le choix de vitesse aussi, même chose. Il y a des vitesses que je veux et des vitesses que je veux pas. Donc ouais, le manuel, c'est ce que je conseille, en tout cas. Bonjour, viewfinder ou écran? Ah, grand débat. Je suis ni l'un pour l'autre. Je suis à l'ancienne, donc dans le Viewfinder aussi. Et je suis à la nouvelle génération avec leur écran. Alors, l'écran permet de faire des angles qui sont chiants. Ok, tac, vous connaissez. Par contre, effectivement, en pleine journée à taille humaine, je sais pas pourquoi, instinctivement, je suis dans le Viewfinder. C'est mon kiff. Donc, je pense que la polyvalence est très utile et c'est pour ça que les deux coexistent encore. C'est pas du tout une question technique, mais Ouais. tu trouves comment tes modèles? C'est des modèles pro ou modèles amateurs? Ou C'est que des c'est collabs? drôle parce qu'on me pose la question tous les jours. Tu veux le truc trash ou pas trash? Pas trash? Non, je fais la version family friendly et après pour les enfants, vous tapez les oreilles. Non, je rigole. Alors, habituellement, ça dépend des destinations. Il y a des destinations où quand je vais à Berlin, c'est une grande ville, par exemple, je vais sur Instagram et c'est beaucoup plus simple, OK? Tu trouves assez facilement parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc tu tapes modèle Berlin et normalement, tu devrais trouver. Si jamais ça fonctionne pas comme ça, tu n'arrives pas à te retrouver, tu dois chercher photographe à Berlin, tu vas chercher les modèles cachetés et après tu contactes. Tout simplement. Ça, c'est pour les destinations où c'est plus simple de trouver. Il y a des destinations où, genre les Dolomites, où c'est paumé, ou la Laponie au fin fond de la Laponie, où c'est galère. Vous prenez pas mal, hein. J'ai installé Tinder. J'ai pris Tinder.
Parce que c'était le seul moyen de trouver des gens. Je savais pas comment faire d'autre. Tinder, abonnement pour avoir l'avion, là, pour les voir, parce que je le fais avant le voyage, hein, bien sûr. Et après, du coup, c'était drôle parce que les filles, je payais le truc pour pouvoir envoyer un message même si je matche pas. Et je dis juste, désolé de te déranger, il y a rien de mal, promis. Juste, je suis photographe, je vis en Laponie, je voudrais shooter avec toi. Est-ce que ça te va? Il y a des gens qui répondaient, des gens qui répondaient pas. C'était le jeu. Et du coup, ça me permettait de trouver plus facilement des gens. Voilà, c'est ça la version un peu trash. C'est un peu les manières de je fonctionne pour trouver des modèles. Et sinon, il y a un truc que je fais aussi, mais ça marche pas trop, je l'ai plus trop fait. Je faisais une story, je la sponsorisais, je mettais la localisation là où j'allais faire le voyage, et comme ça, il y avait plein de gens qui allaient le voir, et j'allais voir qui allait venir me contacter. Sauf qu'il y a plein de gens qui m'intéressent pas forcément qui vont contacter. Et du coup, c'est Je crois qu'on peut l'applaudir très fort. Un grand merci. Ah, merci.